Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école, mais je ne me battais jamais. Ça fait toujours mal quand on frappe quelqu'un. Madame Rosa était née en Pologne comme juive, mais elle s'était défendue au Maroc et en Algérie pendant plusieurs années. Elle savait l'arabe comme vous et moi. Elle savait aussi le juif pour les mêmes raisons, et on se parlait souvent dans cette langue. La plupart des autres locataires de l'immeuble étaient des Noirs. Il y a 3 foyers noirs rue Bisson et 2 autres où ils vivent par tribus, comme ils font ça en Afrique. Il y a surtout les Saracolais qui ont les plus nombreux, et les tout couleurs qui sont pas mal non plus. Il y a beaucoup d'autres tribus rue Bisson, mais je n'ai pas le temps de vous les nommer toutes. Le reste de la rue du boulevard de Belleville est surtout juif et arabe. Ça continue comme ça jusqu'à la Goutte d'Or. Et après, c'est les quartiers français qui commencent. Au début, je ne savais pas que je n'avais pas de mère et je ne savais même pas qu'il en fallait une. Madame Rosa évitait d'en parler pour ne pas me donner des idées. Je ne sais pas pourquoi je suis née et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mon copain, le Mahout, qui a plusieurs années de plus que moi, m'a dit que c'est les conditions d'hygiène qui font ça. Lui était né à la Kachba d'Alger et il était venu en France seulement après. Il n'y avait pas encore d'hygiène à la Kachba et il était né parce qu'il n'y avait ni bidet, ni eau potable, ni rien. Le Mahout a appris tout cela plus tard, quand son père a cherché à se justifier et lui a juré qu'il n'y avait aucune mauvaise volonté chez personne. Le Mahout m'a dit que les femmes qui se défendent ont maintenant une pilule pour l'hygiène, mais qu'il était né trop tôt. Il y avait chez nous pas mal de mères qui venaient 1 ou 2 fois par semaine, mais c'était toujours pour les autres. Nous étions presque tous des enfants de pute chez Madame Rosa, et quand elle partait plusieurs mois en province pour se défendre là-bas, elle venait voir les mômes avant et après. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des ennuis avec ma mère. Il me semblait que tout le monde en avait une, sauf moi. J'ai commencé à avoir des crampes d'estomac et des convulsions pour la faire venir. Per l'angolo del francese leggerò un brano tratto da Premier Sang, Amélie Nothomb, Albin Michel, 2021. On me conduit devant le peloton d'exécution. Le temps s'étire, chaque seconde dure un siècle de plus que la précédente. J'ai 28 ans. En face de moi, la mort a le visage des 12 exécutants. L'usage veut que parmi les armes distribuées, l'une soit chargée à blanc. Ainsi, chacun peut se croire innocent du meurtre qui va être perpétré. Je doute que cette tradition ait été respectée aujourd'hui. Aucun de ces hommes ne semble avoir besoin d'une possibilité d'innocence. Il y a une vingtaine de minutes, quand j'ai entendu crier mon nom, j'ai su aussitôt ce que cela voulait dire. Et je jure que j'ai soupiré de soulagement. Puisqu'on allait me tuer, il ne serait plus nécessaire que je parle. Cela fait 4 mois que je négocie notre survie, 4 mois que je me lance dans des palabres interminables afin d'ajourner notre assassinat. Qui va défendre les autres otages à présent? Je l'ignore et cela m'angoisse, mais une part de moi est réconfortée. Je vais enfin pouvoir me taire. Dans le véhicule qui m'a mené au monument, j'ai regardé le monde et j'ai commencé à m'apercevoir de sa beauté. Dommage d'avoir acquitté cette splendeur. Dommage surtout d'avoir mis 28 ans d'existence à y être à ce point sensible. On m'a jeté hors du camion et le contact avec la terre m'a enchanté. Ce sol, si accueillant et tendre, comme je l'aime. Quelle planète charmante! Il me semble que je pourrais l'apprécier tellement plus. Là aussi, il est un peu tard. Pour un peu, je me réjouirai à l'idée que mon cadavre y soit abandonné, sans sépulture, dans quelques minutes. Il est midi, le soleil dessine une lumière intransigeante. L'air distille les odeurs affolantes de la végétation. Je suis jeune et plein de santé. C'est trop bête de mourir, pas maintenant. Surtout ne pas prononcer de paroles historiques.
Je rêve de silence. Le bruit des détonations qui vont me massacrer déplaira à mes oreilles. Dire que j'ai envié à Dostoïevski l'expérience du peloton d'exécution, à mon tour d'éprouver cette révolte de mon être intime. Non, je refuse l'injustice de ma mort. Je demande un instant de plus. Chaque moment est si fort, rien que de savourer l'écoulement de secondes suffit à ma transe. Les 12 hommes me mettent en joue. Est-ce que je revois ma vie défiler devant moi? La seule chose que je ressens est une révolution extraordinaire. Je suis vivant. Chaque moment est sécable à l'infini. La mort ne pourra pas me rejoindre. Je plonge dans le noyau dur du présent. Le présent a commencé il y a 28 ans. Au balbutiement de ma conscience, je vois ma joie insolite d'exister. Insolite, parce qu'insolente. Autour de moi régnait le chagrin. J'avais 8 mois quand mon père est mort dans un accident de déminage. Comme quoi, mourir est une tradition familiale. Mon père était militaire, il avait 25 ans. Ce jour-là, il devait apprendre à déminer. L'exercice tourna court. Par erreur, on avait placé une vraie mine à la place de la fosse. Il mourut au début de 1937. 2 années plus tôt, il avait épousé Claude, ma mère. C'était le grand amour, comme on le vivait en cette Belgique de beau milieu qui évoque si singulièrement le XIXe siècle. Avec retenue et dignité. Les photos montrent un jeune couple se promenant à cheval en forêt. Mes parents sont très élégants, ils sont beaux et minces, ils s'aiment. On dirait des personnages de Barbey d'Aurevilly. Ce qui me sidère sur ces photos, c'est l'air heureux de ma mère. Je ne l'ai jamais vu ainsi. L'album de photos de leur mariage se termine sur des clichés d'un enterrement. À l'évidence, ma mère avait prévu d'écrire les légendes des photographies plus tard, quand elle en aurait le temps. En fin de compte, elle n'a pas eu le désir. Sa vie d'épouse comblée a duré 2 ans. À 25 ans, elle trouva son expression de veuve. Elle ne quitta jamais ce masque. Même son sourire était figé. La dureté s'empara de ce visage et le priva de sa jeunesse. Son entourage lui dit « Au moins, vous avez la consolation d'avoir un enfant ». Elle tournait la tête vers le berceau et voyait un joli bébé à l'air content. Cela la décourageait, cette jovialité. À ma naissance, pourtant, elle m'avait aimée. Son premier enfant était un garçon. On l'avait félicité. À présent, elle savait que je n'étais pas son premier, mais son unique enfant. L'idée qu'il lui faille remplacer son amour pour son époux par l'amour d'un enfant l'indignait. Personne, bien sûr, ne lui avait proposé en ces termes. C'est ainsi, cependant, qu'elle l'entendait. Sono Claudia, leggerò un brano da Il barone rampante di Italo Calvino, Mondadori 96. Fu un pomeriggio che non finiva mai. Ogni tanto si sentiva un tonfo, un fruscio, come spesso nei giardini, e correvamo fuori sperando che fosse lui che si fosse deciso a scendere. Ma che? Vidi oscillare la cima della magnolia col fiore bianco e Cosimo apparire di là dal muro e scavalcarlo. Gli andai incontro sul gelso. Vedendomi, parve contrariato, era ancora arrabbiato con me. Si sedette su un ramo del gelso più in su di me e si mise a far delle tacche con lo spadino, come se non volesse rivolgermi la parola. Si sale bene sul gelso, dissi, tanto per parlare. Prima non ci eravamo mai saliti. Lui continuò a scalfire il ramo con la lama, poi disse agro: allora, ti son piaciute le lumache? Io protesi un canestro. T'ho portato 2 fichi secchi, Mino, e un po' di torta. T'hanno mandato loro? Fece lui, sempre scostante, ma già guardava il canestro inghiottendo saliva. No, sapessi, ho dovuto scappare di nascosto dall'abate, dissi in fretta. Volevano tenermi a far lezione tutta la sera perché non comunicassi con te, ma il vecchio si è addormentato. La mamma è in pensiero che tu possa cadere e vorrebbe che ti si cercasse, ma il babbo, da quando non t'ha visto più sull'Elce, dice che sei sceso e ti sei rimpiattato in qualche angolo a meditare sul malfatto, e non c'è da aver paura. Io non sono mai sceso, disse mio fratello. Sei stato nei giardino dei Dondariva? Sì, ma sempre da un albero all'altro, senza mai toccare terra. Perché? Chiesi io. Era la prima volta che lo sentivo enunciare quella sua regola,
ma ne aveva parlato come d'una cosa già convenuta tra noi, quasi tenesse a rassicurarmi di non avervi trasgredito. Tanto che io non osai più insistere nella mia richiesta di spiegazioni. «Sai», disse invece di rispondermi, «è un posto che ci vuole dei giorni a esplorarlo tutto dai Dondariva, con alberi delle foreste dell'America, vedessi». Poi si ricordò che con me era in lite e quindi non doveva avere alcun piacere a comunicarmi le sue scoperte. Tronco brusco. «Comunque non ti ci porto». «No, Mino, portami ci», fece io. «Non devi avercela con me per le lumache. Erano schifose, ma io non ne potevo più di sentirli gridare». Cosimo si stava ingozzando di torta. «Ti metterò alla prova», disse. «Devi dimostrarmi d'essere dalla parte mia, non dalla loro. Dimmi tutto quello che devo fare». «Devi procurarmi delle corde, lunghe e forti, perché per fare certi passaggi devo legarmi. Poi una carrucola e ganci e chiodi di quelli grossi». «Ma cosa vuoi fare, una gru?» «Dovremmo trasportare su molta roba, vedremo in seguito, tavole, canne». «Vuoi costruire una capannuccia sull'albero? E dove?» «Se sarà il caso. Il posto lo sceglieremo. Intanto il mio recapito è là, su quella quercia cava. Calerò il cestino con la fune e tu potrai metterci tutto quello di cui avrò bisogno». «Ma perché? Parli come se restassi chissà quanto nascosto. Non credi che ti perdoneranno?» «Sì», voltò rosso in viso. «Che me ne importa se mi perdonano? E poi non sono nascosto, io non ho paura di nessuno. E tu hai paura di aiutarmi?» Non che io non avessi capito che mio fratello per ora si rifiutava di scendere, ma facevo finta di non capire per obbligarlo a pronunziarsi, a dire «sì, voglio restare sugli alberi fino all'ora di merenda, o fino al tramonto, o all'ora di cena, o fino a che non è buio», qualcosa insomma che segnasse un limite, una proporzione al suo atto di protesta. Invece non diceva nulla di simile e io ne provavo un po' paura. Chiamarono da basso. Era nostro padre che gridava «Cosimo, Cosimo!» e poi, già persuaso che Cosimo non dovesse rispondergli «Biagio, Biagio!» chiamava me. «Vado a vedere cosa vogliono, poi ti vengo a raccontare», dissi in fretta. Quando tornai era ancora lì. Aveva trovato un buon posto per seduto su di un tronco capitozzato. Teneva il mento sulle ginocchia e le braccia strette attorno agli stinchi. Così fu sera. I servi andavano e venivano apparecchiando tavola. Nella sala i candelieri erano già accesi. Cosimo, dall'albero, doveva veder tutto. Ed il barone Arminio, rivolto alle ombre fuori dalla finestra, gridò: «Se vuoi restar lassù, morirai di fame!» Quella sera, per la prima volta, ci sedemmo a cena senza Cosimo. Lui era a cavallo d'un ramo alto dell'elce, di lato, così che ne vedevamo solo le gambe ciondoloni. Vedevamo, dico, se ci facevamo al davanzale e scrutavamo nell'ombra, perché la stanza era illuminata e fuori buio. Mia madre mi ha letto le favole della buonanotte fino all'età di 6 anni. Poi mi ha praticamente teso un agguato. Non appena fui in grado di apprezzare effettivamente le storie, mi disse: «Ecco il libro, ora puoi leggere tu». Non aveva idea di quali sarebbero state le conseguenze per entrambe. «Credo», mi disse un giorno mia madre quando avevo 10 anni, «che tutti abbiamo una cosa che sappiamo fare meglio di qualsiasi altra. Sta a noi scoprire qual è». Eravamo in cucina vicino ai fornelli. Lei mi stava lisciando i capelli mentre ero china sul vecchio taccuino di qualcuno a scrivere. Avevo deciso di buttare giù qualche storia che per anni mi ero raccontata dentro la testa. Quando non avevo storie da leggere, le inventavo. Ora stavo imparando a scriverle. Ero timida. Mi facevano paura quasi tutte le situazioni. Non mi fermavo a domandarmi in che modo una certa cosa potesse ferirmi, né se potesse davvero farlo. Di base avevo paura e basta. Sono entrata per la prima volta in libreria piena di vaghi timori. Ero riuscita a mettere da parte circa $5, per lo più in monetine. Era il 1957.
$5 erano un sacco di soldi per una bambina di 10 anni. La biblioteca pubblica era diventata la mia seconda casa